Alors on vient de le voir, beaucoup de questions se posent quant à l'avenir de la relation entre l'État et les établissements d'enseignement privé sous contrat. Il s'agit bel et bien de pérenniser l'esprit de la loi Debré. Oui, mais comment? Eh bien, c'est précisément le thème de notre dernière table ronde avec pour participants Sylvie Dacosta, Pascal Balmand, Eric Hans et Roger François Gauthier. Bien, bonjour et merci à vous quatre. Sylvie Dacosta, vous êtes chargée de mission au secrétariat général de l'enseignement catholique où vous planchez sur la notion de mixité. Pascal Balmand, faut-il le rappeler, vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique. Eric Hans, vous êtes depuis très peu ex-président du SNEL. Et Roger François Gauthier, vous êtes quant à vous expert international en éducation. Alors, si on vous a réunis ce matin, c'est pour évoquer, peut-être invoquer l'esprit de la loi Debré, mais au fait, Pascal Balmand, quel est cet esprit? Comment le résumeriez-vous? J'aimais bien la première question, j'aime moins la seconde. Quel est cet esprit? Puis après, comment vous le résumeriez, ça va être plus compliqué. C'est mon souci de l'horloge qui tourne. Mais je sais bien, mais vous avez raison. Bon, je ne vais pas redire des choses qui certainement vous ont été dites hier et puis que tout le monde connaît, mais juste quand même rappeler le contexte de cette fin des années 50 qui a présidé à la rédaction et à l'adoption de la loi Debré. D'un côté, un État en situation de besoin, avec la croissance démographique du baby-boom, dont un certain nombre de beaux fruits sont encore présents dans cette pièce, et puis avec de très beaux fruits, et puis avec aussi la démocratisation scolaire, et donc deux raisons qui faisaient que les effectifs explosaient et que l'État n'était pas en mesure d'y faire face. Du côté de l'Église, on est dans les années qui précèdent le Concile Vatican II, et Vatican II n'est pas tombé du ciel, si j'ose dire, si je peux me le permettre, comme ça, d'un seul coup. Du côté de l'Église, et de l'Église qui est en France, comme les autres, toute une évolution qui se marquait par une volonté de plus en plus affirmée de ce que j'appellerais, pour aller très très vite, une volonté d'ouverture. Donc ce à quoi je veux en venir, c'est que pour moi, dans la mission qui est la mienne, ce que j'ai envie de dire essentiellement pour vous répondre, c'est que l'esprit de la loi Debré, c'est que le principe d'association dit quelque chose du service que l'Église propose à la société, souhaite apporter à la société. C'est d'ailleurs rappelé, j'ai apporté mes antisèches quand même, c'est d'ailleurs rappelé dans cet ouvrage que vous lisez tous les soirs quand vous avez un petit peu de mal à vous endormir, le statut de l'enseignement catholique, qui dans son article 13 nous dit, je cite, que l'école catholique propose à tous son projet spécifique et que ce faisant, elle accomplit dans la société un service d'intérêt général. C'est pourquoi les écoles catholiques s'inscrivent délibérément dans une logique de contribution au service éducatif de la nation. Mais ça, c'est le fruit de toute cette histoire, de tout cet esprit, qu'on retrouve bien réaffirmé de manière constante dans toute notre histoire collective, dans toute notre histoire commune, et qui consiste à rappeler, parfois il faut le rappeler un peu virilement, que le pluralisme scolaire n'est pas un choix ou un parti pris idéologique. Le pluralisme scolaire que nous incarnons, avec d'autres, mais que nous incarnons, c'est une méthode pragmatique, une méthode fructueuse qui est bénéfique pour l'ensemble du système éducatif français et donc pour toute la société. Claude Berruet, il y a quelques minutes, a cité les propos de Patrick Gérard, à l'époque recteur de Paris, aujourd'hui directeur de l'ENA, lors d'un colloque qui avait été organisé en 2009 par le SGEC de l'époque pour le 50e anniversaire de la loi Debré. Alors Claude, il est là, je ne me permettrai pas de te corriger, mais de te compléter, parce que c'est très intéressant la formule de Patrick Gérard. Il a dit trois choses, Claude en a cité deux. Début de sa phrase, l'association est la solution, le contrat est le bon outil, l'établissement est le bon niveau. Et ça m'intéresse de dire les trois. Le contrat et l'association est la bonne solution, le contrat est le bon outil, l'établissement est le bon niveau. Voilà, en essayant d'être très synthétique, ce que j'ai envie de vous répondre. Alors, dans la loi Debré, il y avait aussi l'accueil de tous les publics, sans distinction de religion ni d'origine sociale, culturelle. Est-ce qu'on peut dire, Pascal Balmand, que l'enseignement catholique remplit cette partie du contrat? Jamais assez. Jamais assez, parce que voilà, les besoins sont tels qu'on en fait jamais assez. Mais permettez-moi de rappeler que pour moi, c'est d'abord une question
ecclésiale avant d'être une question de contrat ou de texte réglementaire. L'Église ne cesse de nous rappeler, c'est l'article 10 du statut de l'enseignement catholique, l'Église ne cesse de nous rappeler que c'est par choix pastoral que l'école catholique est appelée à être ouverte à tous. Et vous le savez, parce que je le répète dès que j'en ai l'occasion, donc ça sera une fois supplémentaire pour certains, pardon à l'avance, c'est intéressant d'observer que dans le statut de l'enseignement catholique, cet article 10 précède l'article 14. L'article 10, c'est celui qui nous dit que c'est par choix pastoral que nous sommes appelés à être ouverts à tous. L'article 14, c'est celui qui dit que dans la plupart des cas, nos établissements sont associés à l'État par contrat. Donc ce qui fonde l'ouverture à tous, pour moi, ça n'est pas d'abord la loi de pré le contrat d'association, c'est d'abord le fait que nos établissements sont des établissements catholiques. Alors ensuite, précisément à ce titre-là, on n'est jamais assez ouvert à tous. Mais on s'efforce de le faire. Il faut quand même rappeler, pour essayer d'être complet, sans être trop long, que lorsqu'on ne l'est pas assez, c'est aussi, pas uniquement, il faut que je sois honnête, mais c'est aussi parce que l'on ne nous en donne pas suffisamment les moyens. Question de forfait, etc. C'est effectivement une question qui était au cœur de nos débats hier après-midi. Alors pour faire avancer les choses, vous avez redéployé des centaines ou des milliers de postes même. Vous avez aussi décidé de recruter une chargée de mission à la personne de Sylvie Dacosta, qui depuis 2 ans met ses compétences en sociologie au service de cette cause. Alors Sylvie Dacosta, quel est au juste votre rôle ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, mon rôle, en fait, 3 objectifs pour aller assez vite. Le premier, en tant que chercheur, c'est faire un état des lieux assez objectif de cette question de la mixité sociale et scolaire dans l'enseignement catholique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de mixité sociale et scolaire dans l'enseignement catholique? Est-ce que c'est différent quand on en parle dans l'éducation nationale, enseignement public? Donc j'ai beaucoup observé, beaucoup interrogé les différents interlocuteurs, ce soit au niveau national, régional, diocésain, établissement, et puis même jusque dans les classes. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner les équipes, justement, un peu plus spécifiquement. Et puis le troisième objectif, qui finalement est peut-être assez naturellement un troisième objectif, eh bien, c'est d'identifier les bonnes pratiques, peut-être les freins, parce qu'il y en a, et puis pour proposer des pistes d'action. D'accord. Alors, vous disiez, essayer de cerner cette notion de mixité sociale, de mixité scolaire. J'ai l'impression que dans l'enseignement catholique, on l'élargit à l'accueil d'enfants différents, donc qui présentent un handicap, une déficience, et aussi ça fait partie de cette politique, plus largement, de cette politique d'accueil des enfants, de la mixité dans les classes. Alors, quand on parle de mixité, c'est vrai que, en tout cas, moi, je ne me suis pas restreint à une mixité, mixité sociale, mixité scolaire. Quelquefois, même souvent, on va dire qu'elle peut être liée. Mixité culturelle et religieuse, quelquefois, on peut aussi prendre l'une pour l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Et puis, effectivement, l'ouverture à des enfants qui auraient des besoins particuliers. Moi, je suis moins compétente sur cette question-là, puisque voilà, ça relève du handicap quelquefois. Et donc, mais évidemment que, en fait, on doit retrouver dans les établissements ce qui fonde notre société et les gens que l'on rencontre ailleurs. Alors, selon une étude de l'ADEP, donc, qui est le département de la statistique, on va dire, de l'éducation nationale, une étude présentée il y a un peu plus de 2 ans, entre 2003 et 2015, la ségrégation parmi les collèges publics a diminué, tandis que les écarts de composition sociale se sont accentués entre public et privé. Ainsi, la part d'élèves issus d'un milieu défavorisé atteint 20% dans le privé contre 25% en 2003. Et à l'inverse, la proportion d'élèves très favorisés est de 37% dans le privé, soit une hausse de 7 points en 12 ans. La DEP qui évoque aussi des écarts de mixité plus forts quand on prend 2 établissements privés entre eux que lorsqu'on observe 2 établissements publics. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, vous, sur le terrain ? Alors, je ne vais pas contredire les chiffres de l'ADEP parce qu'effectivement, on a une augmentation, on peut avoir une augmentation de cette différence entre le public et le privé. L'ADEP parle d'un léger embourgeoisement, même dans un de ses rapports. Donc, de fait, ça existe et au niveau statistique et national. Après, c'est un petit peu plus complexe. Ce qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est que l'enseignement catholique est représenté par les classes moyennes.
Et par exemple, quelques chiffres, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais c'est quand même l'état des lieux que j'ai fait. Donc on peut avoir par exemple, j'ai en tête comme ça Lourdes, où on a 56% de la population moyenne dans les établissements catholiques. On va prendre par exemple Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, c'est 54%. Population moyenne. Donc on oublie souvent de le dire. Mais de fait, on peut avoir voilà, des différences. Alors, quand je dis que c'est plus complexe que ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau académique, de regarder au niveau diocèse, et puis ensuite au niveau des villes. Et là, on voit des différences. Vous avez parlé de freins. Quels sont ces freins? Alors, les freins, et ça je vais rebondir sur ce que disait Claude Berruet tout à l'heure, je crois que c'est peut-être alors, le premier frein, ça peut être une peur, c'est-à-dire de s'ouvrir, comment nos équipes éducatives vont gérer des publics différents, auxquels elles pourraient ne pas être habituées, peut-être un manque de formation, mais c'est aussi, je crois, peut-être un manque de travail en réseau. C'est-à-dire une cohérence. On va avoir sur des territoires, par exemple, si je me rapproche d'une ville, des établissements catholiques, privés catholiques, qui vont montrer des écarts entre les CSP+ et CSP-, beaucoup plus importantes qu'entre un établissement privé et un établissement public, par exemple. Et là, je crois que ça interroge. En tout cas, la réponse qui peut être donnée, quelquefois, c'est évidemment, on a une diversité des projets puisqu'on a des attentes différentes des familles. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment on mesure ces attentes au sein des établissements. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui montrent que les attentes sont différentes? Donc la recherche d'un entre-soi, par exemple, qu'on évoque souvent. Et ce qui peut interroger, en tout cas ce qui doit nous interroger, c'est quand, sous prétexte d'attentes différentes, ce que je ne remets pas en cause, mais encore faut-il les mesurer, on sépare les publics au sein des établissements. Alors, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des équipes, vous les accompagnez. Il peut y avoir, j'imagine, au sein des équipes, des réticences. Quels sont les arguments que vous employez, qui sont sans doute aussi ceux du secrétariat général, mais quels sont les arguments pour convaincre du bien fondé, de l'utilité? Alors, il y a évidemment le rôle qu'on peut jouer dans la société, la mission d'église, mais au-delà de ça, j'imagine qu'il faut aussi parler des résultats. Est-ce que, du point de vue des résultats scolaires, du climat scolaire, la mixité, c'est un atout plutôt qu'un désavantage, comme le pensent beaucoup de gens? Alors oui, évidemment, après il y a des convictions personnelles, mais moi je ne vais pas revenir sur les convictions personnelles. En fait, quand je travaille avec les équipes, la première chose que je fais, c'est très pratique, très basique, c'est de demander aux équipes d'essayer de se connaître. Ce que j'ai pu remarquer, par exemple, que dans un établissement, on peut ne pas savoir comment se répartit le public que l'on a. Donc la première chose, c'est un état des lieux. Qui je suis, d'où viennent mes élèves, de quel type de famille ils sont. Ça paraît basique, mais n'empêche que c'est important de le savoir parce qu'ensuite, ça permet d'avoir en tout cas une assise sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi de montrer les résultats des enquêtes nationales et internationales sur la mixité, sur ce qui se fait ailleurs et évidemment sur les réussites. Montrer en fait que d'accueillir des publics différents n'entraîne pas mécaniquement une baisse de niveau, mais qu'on peut travailler. Et du coup, j'incite souvent les équipes à aller plus loin, c'est-à-dire regarder, par exemple, un établissement qui pourrait avoir une vraie mixité ou des élèves en difficulté, de montrer que leurs élèves réussissent aussi. Et souvent, on ne le fait pas. Donc, on ne peut pas communiquer dessus, donc on ne peut pas valoriser. Pascal Balmand, la mixité, la diversité, c'est un atout pour les établissements, y compris en termes scolaires? Tout se tient, tout se tient ou tout est lié, comme dirait le pape François. Bien sûr que c'est un atout, à la condition de ne pas ouvrir le dossier de la mixité sur un mode de nature culpabilisante. Voilà, les bons sentiments sont nécessaires, mais ils ne sont absolument pas suffisants. Comme le dit Sylvie, il faut étayer scientifiquement et puis après travailler avec les gens et prendre le temps de la pédagogie. On voit bien comment ce qui me semble constituer quelques errements, c'est un jugement, quelques difficultés, je vais être plus un jugement personnel, de telle ou telle politique public en termes de mixité un peu imposée à la hache, on voit bien que ça conduit à des impasses parce que le temps n'est pas suffisamment pris d'expliquer aux équipes, d'expliquer aux parents, de partager un vrai projet. Mais l'une de mes convictions, enfin je suis évidemment parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Sylvie, c'est que la mixité, d'abord d'un point de vue éducatif, d'un point de vue spirituel pour nous, c'est non négociable.
parce que c'est au cœur de notre foi. D'un point de vue éducatif, c'est primordial parce qu'on ne fait pas grandir un enfant ou un jeune dans un vase clos. Et d'un point de vue pédagogique, c'est fécond. J'ajoute une condition, c'est assurément fécond dès lors que les équipes pédagogiques se donnent les moyens de travailler la mixité en termes de pédagogie différenciée. Donc personne, en tout cas pas moi, n'a jamais dit que c'était facile. Est-ce que vous avez besoin de l'État, des pouvoirs publics pour développer davantage une culture de l'accueil de cette mixité dans vos établissements? En d'autres termes, ça a été évoqué hier lors de la table ronde, je crois, par Bernard Tout-le-Monde. Est-ce qu'il faudrait une affectation des moyens enseignants qui tiennent compte des efforts que feraient les établissements dans l'accueil de publics défavorisés? Alors je me méfie des réponses théologiques. Alors, le terme théologie est certainement mal choisi. Mais je veux dire par là, je me méfie des réponses en termes de grands principes sur des questions d'une telle complexité. Je vais être plus pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de la réflexion ministérielle actuelle par rapport à la politique d'éducation prioritaire de l'État. Je n'apprendrai à personne ici sur quel fondement cette politique d'éducation prioritaire s'est élaborée. Et pour quelles raisons de ce fait, nous n'y sommes pas éligibles et nous ne souhaitons pas y être éligibles, puisque la politique d'éducation prioritaire repose sur le zonage territorial, donc sur une logique d'affectation qui fait fi de ce qui est essentiel pour nous, de la liberté de choix des familles, des parents. Bon. La réflexion actuelle que le ministre a confiée à M. Mathiot et à Mme Azéma, je les rencontre la semaine prochaine, ça tombe bien. Cette réflexion actuelle, d'après ce que je crois savoir, je ne trahis pas un secret, vise à construire différemment la politique d'éducation prioritaire, à l'asseoir établissement par établissement, dans une logique de moyens différenciés, volatile donc, établissement par établissement, en fonction de la réalité socio-culturelle de chaque établissement. On est donc plus dans une logique de zonage territorial, et dans cette perspective, nous pourrons, nous, devenir éligibles, le revendiquer et l'obtenir. Et donc c'est une manière de vous répondre. Je ne crois pas, dans quelque domaine que ce soit, mais plus encore dans ce domaine-là, je ne crois pas à la contrainte, je crois exactement au dialogue et à l'association, on est bien dans le sujet. Alors Eric Hans, comment est-ce que vous abordez cette question de la mixité au sein de votre établissement? Alors je suis chef d'établissement à Strasbourg, et c'est un lycée polyvalent, général, professionnel et technologique. Donc moi je suis assez à l'aise, mais la première approche que j'ai avec ce sujet-là, c'est d'en revenir au projet fondateur. C'était en 1783, où un prêtre de la campagne, Molsheim pour les initiés, a vu la situation des jeunes filles pauvres des campagnes. Et il a souhaité prendre à bras-le-corps le sujet. Donc il est évident qu'aujourd'hui, bâtir un projet sur les jeunes filles pauvres des campagnes, ça ne tient pas trop la route, mais ça veut surtout dire qu'en fait, nos projets doivent réactualiser. Et le travail de la communauté éducative depuis 6 ans maintenant était de se dire, mais quels sont les élèves que nous avons et quelle est leur fragilité en fait. Parce que raisonner en mixité, moi je veux bien, mais finalement c'est un concept un peu flou à un moment donné. Je préfère raisonner en fragilité et l'établissement dans lequel je travaille fait en sorte que justement il y ait une indifférenciation du traitement des élèves des 3 types de lycées et qu'on raisonne sur les fragilités. Pour l'ADEP, pardonnez-moi, oui. L'ADEP se cale sur des définitions sociologiques, des catégories. Ah oui. C'est un peu, comment dire, c'est très administratif, mais en même temps, ça a pour vertu d'objectiver le débat, non ? Alors, quand je dis que je suis très à l'aise, mes collègues savent très bien qu'il y a un outil qui s'appelle APAE, qui nous permet de connaître de manière très analytique le taux de boursiers, les catégories socio-professionnelles, etc. Lycée Sainte-Clotilde Strasbourg, vous pouvez regarder chacun, parce que chacun d'entre nous est exposé à l'évaluation de l'ADEP, mais aussi à l'évaluation entre pairs. Moi, je peux regarder ce qui se passe au collège Saint-Joseph de quelque part. Donc on est tous exposés les uns aux autres de ce point de vue-là, donc c'est pas se payer de mots. Je veux quand même continuer parce que la question des fragilités, pour moi, n'est pas une question riche-pauvre. Ce n'est plus tant ça qui est d'actualité. Et je crois profondément, même si c'est pas ma tasse de thé, qu'il y a des pauvres gosses de familles riches. Parce qu'ils peuvent être pauvres
en amour, pauvres en éducation. Dans nos établissements, ce n'est pas les critères sociaux qui déterminent forcément le besoin de projet éducatif. Et le besoin scolaire reconnu, j'en suis profondément convaincu en tout cas, c'est de reconnaître qu'il y a des besoins qui vont chercher à pallier des manques. Mais ce sont des problèmes qui peuvent être familiaux, sociaux, bien sûr financiers, mais c'est aussi les questions de l'éloignement géographique dans des zones un peu plus rurales. Enfin, donc c'est cette approche de la globalité de la personne que vous voulez mettre en avant. Exactement, et je raisonnerai plus sur les fragilités. Alors, est-ce que là, je m'adresse à vous plutôt au titre de l'ex-président du SNEL, est-ce que les établissements, tous les établissements ont les moyens enseignants, les moyens financiers d'accueillir davantage d'élèves en situation de fragilité? Merci pour cette question. Non, nous n'avons pas les moyens de le faire. Et je suis parfaitement en phase avec ce qu'a dit Pascal pour le coup. Aujourd'hui, même s'il peut y avoir bataille de chiffres, et la proposition de Bernard Tout-le-Monde était intéressante hier de dire qu'on pouvait tâcher de mener des analyses chiffrées, selon nos estimations, nous avons environ 17% des élèves et environ 11% des moyens. Il est certain que dans un cas comme ça, nous sommes parfaitement contraints et que la contrainte va consister d'abord à accueillir des élèves dans des classes qu'on peut bien remplir, et c'est un profil d'élèves. Au lycée Sainte-Clotilde, nous avons ouvert un CAP qui est fait de jeunes particulièrement fragiles. Je ne peux pas remplir la classe. Déjà, il n'y a peut-être pas assez de candidats. Et de toute façon, on ne pourrait pas faire une classe complète. Viable. Ouais. Mais cette classe est la première exposée, compte tenu des ratios auxquels nous sommes soumis, à fermeture. Et il serait tellement plus facile d'ouvrir une classe d'enseignement général. Et du coup, on est contraint par ce système que j'estime caduque. Donc, pour moi, et je le dis en tant qu'ex, mais on ne peut pas être et avoir été, hein, c'est compliqué, je suis bien convaincu qu'il nous faudrait des dotations à l'élève près. Et que, sans forcément parler d'une dotation établissement en lien direct, parce que je crois beaucoup à la solution de réseau, mais de réseau que l'on a choisi, que là où il y a 10 000 ou 50 000 élèves, qu'on ait les mêmes moyens que dans l'enseignement public, et on pourra certainement accueillir des jeunes qu'on n'est pas en situation d'accueillir, puisque plus ça va, plus on est contraint à ne faire que remplir des classes, et donc avec des élèves faciles. Et ça, c'est mortifère. Il y a d'autres freins qui... Vous identifiez d'autres freins ? Vous identifiez d'autres freins. On évoque y compris parfois des questions purement pratiques. Pourquoi il y a de la reproduction sociale? Tout simplement parce qu'on va inscrire le petit frère de l'élève qui est entré dans l'école il y a quelques années, etc. Il y a d'autres difficultés qui se posent. Merci pour la question, parce que je ne l'avais pas noté sur ma petite feuille. Par contre, j'y réfléchis, je prends toujours le témoignage. Je pense qu'on a un problème avec la culture des enseignants et que la formation devrait probablement, pour les enseignants, intégrer mieux la capacité à s'occuper de jeunes qui n'ont pas leur profil. Nos enseignants ont quand même plutôt bien réussi à l'école. Oui. Ils ont globalement du mal à comprendre que des jeunes ne réussissent pas bien. Et je prends un exemple. Puisque c'est un lycée polyvalent que je dirige, une professeure d'allemand qui m'a dit récemment, comprenez, monsieur Hans, dans mon service, je suis obligé de faire des heures en lycée professionnel, je pense que je vais demander une mutation, parce que comme ça, je pourrais peut-être aller dans un collège où j'aurai un profil d'élève qui me convient mieux. Ouais, ça, c'est le défaut d'un recrutement qui se fait peut-être avant tout par le biais de la discipline. Et peut-être aussi, est-ce qu'il y a un défaut de formation? On a besoin de former davantage des enseignants à des pédagogies différenciées. Oui, d'une part, mais aussi que les enseignants acceptent d'être plus éducateurs et moins transmetteurs de savoir. D'accord. Même dans l'enseignement catholique, ce n'est pas le cas, parce que... Bon. On doit être 2-3 à le penser. Hein. Vous êtes 2-3 à le penser. C'est vrai qu'en général, on dit que dans l'enseignement catholique, on est plus sur l'éducation et un peu moins sur l'instruction, mais on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Alors Pascal Valmont, quand on parle de pérenniser l'esprit de la loi Debré,
répondre aux besoins éducatifs, ce n'est pas qu'une question de mixité, évidemment, c'est aussi une question de maillage. L'enseignement catholique, historiquement, est plutôt implanté dans des zones rurales et dans les centres-villes. Est-ce qu'il faut revoir l'implantation des établissements ? Est-ce qu'il faut revoir l'implantation des établissements ? On l'a toujours fait. Il ne faut pas imaginer que la carte de l'enseignement catholique est gravée dans le marbre des tables de la loi et qu'elle est immuable et qu'elle n'a jamais bougé. À l'échelle de n'importe lequel, je dis bien n'importe lequel de nos diocèses, amusez-vous à faire l'expérience, vous prenez une carte de nos implantations il y a 50 ans, il y a 30 ans et aujourd'hui, vous verrez, vous serez éventuellement surpris, ça a beaucoup bougé, partout. Moi, je me souviens, je vous donne un exemple, parce que voilà, je suis comme Éric, j'aime bien incarner le propos. Dans ma vie antérieure, j'étais donc directeur de Cézanne en Seine-Saint-Denis. J'y pense parce que voilà, c'est très concret. Une congrégation religieuse, en l'occurrence les Filles du Cœur de Marie, qui à un moment donné, années 70, a fait le choix, c'était un choix spirituel, politique, pédagogique, politique au sens large, pédagogique, éducatif, qui a fait le choix de fermer, de supprimer l'une de ces implantations dans Paris Intramuros pour créer un grand ensemble scolaire en Seine-Saint-Denis à Noisy-le-Grand, comme Françoise Cabrini. Bon, et puis des exemples comme ça, il y en aura d'autres. Je ne dis pas du tout qu'il faut sortir de là où on est déjà, parce que, vous comprenez bien, enfin, c'est l'une des difficultés d'ailleurs de la politique prospective. Qui pourrait, en tout cas pas moi, qui pourrait avoir la prétention de dire que tel enfant ou tel jeune a plus de valeur ou plus de prix que tel autre enfant ou tel autre jeune ? C'est évidemment inconcevable. Donc on est constamment à essayer de faire des choix, mais c'est vrai que faut-il revoir nos implantations ? Faut pas forcer le cours de l'histoire, mais il faut chercher constamment à épouser l'évolution de la courbe des besoins. Je donne un exemple là encore très concret, parce que je trouve que nous n'y pensons pas suffisamment. Quelle est la place que dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos politiques, nous faisons en métropole à nos amis de l'enseignement catholique ultramarin. Aller dans des territoires comme la Guyane, aller à Mayotte, les besoins explosent. Il y a des gamins partout. Personne n'est en mesure de faire face. Et nous, là-dedans, la Guyane, on y est, mais pas assez. Mayotte, on y travaille, mais au jour d'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. C'est pas normal. Alors, quelle est la solution dans des territoires qui perdent, qui voient leur population baisser quelle est la solution ? C'est la mutualisation des moyens ? C'est on regroupe les écoles, on fusionne ? Comment est-ce qu'on procède ? La solution, pour moi, ça n'est certainement pas... elle ne se fonde certainement pas sur une logique de pure rationalité économique ou enfin, de quelque nature que ce soit. Parce qu'encore une fois, aucun enfant n'a plus de valeur ou plus de prix qu'un autre. C'est pour ça que c'est compliqué, mais voilà, ce qui est premier, c'est la personne et notre mission éducative. Donc, il faut nous efforcer, et c'est bien le sens, Claude l'a évoqué tout à l'heure, de la politique de prospective partagée que je cherche, enfin que je cherche, c'est pas moi tout seul évidemment, que nous cherchons à mettre en place et à faire vivre. Il s'agit vraiment de faire en sorte que chacun, là où il est, gros établissements, petits établissements, centre-ville, périphérie, rural profond, outre-mer, etc., que chacun se sente co-responsable d'un devenir commun. Et que ce faisant, la réflexion sur notre avenir et sur l'avenir de nos implantations, elle soit d'abord une réflexion en termes de construction du bien commun dans une logique d'intérêt général. Les deux notions sont à distinguer, mais elles sont complémentaires. Donc très concrètement, il faut, de mon point de vue, mettre en place on y travaille, notamment avec les organisations de chefs d'établissement, mais pas que, avec tout le monde, mettre en place une culture de ce que j'appellerais, même si ça fait un peu slogan, pardonnez-moi, la sobriété efficiente dans l'utilisation des moyens. C'est-à-dire comment, par la créativité, par la liberté qui est la nôtre et que nous avons à déployer constamment, comment faire en sorte, tout en garantissant le sérieux, la rigueur et la fécondité du travail auprès des élèves, comment faire en sorte d'être aussi sobre que possible dans l'utilisation de moyens dont on sait bien qu'ils ne vont pas aller en explosant malheureusement. Oui, alors quelque part, vous êtes confronté à des dilemmes parce qu'il y a des zones dans lesquelles vous êtes obligé de refuser, les établissements sont obligés de refuser de nombreuses candidatures.
de nombreuses demandes d'inscription, et d'autres dans lesquelles l'école se vide peu à peu, mais on a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes que les habitants des zones en déprise démographique se sentent totalement abandonnés et vivent de manière traumatique la fermeture d'une usine, d'un bureau de poste et a fortiori d'une école. Ça vous a donné à réfléchir ce qui s'est passé en France depuis ces dernières semaines, parce que vous êtes en pleine réflexion sur la prospection, le maillage. Ça m'a pas donné à réfléchir qu'à moi, ça nous a donné à réfléchir tous, nous tous ensemble, tout en disant que ce qui se passe, comme vous le dites, je reprends votre formulation, en France depuis quelques semaines, c'est la suite d'une histoire qui a commencé depuis bien longtemps. Voilà. Oui, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire. Il y a plusieurs manières de construire l'avenir. La manière que je propose et qui est validée, et voilà, on est au travail, c'est bien, ça n'est surtout pas de faire appel à des experts qu'on réunirait en conclave pendant 15 jours ou 3 semaines ou 2 mois et qui nous pondraient le plan magique définissant ce qu'est l'avenir de l'enseignement catholique. La bonne manière de travailler, c'est vraiment de demander à chaque communauté éducative rassemblée autour de son chef d'établissement de réfléchir à sa prospective, à son avenir, et ensuite, bassin par bassin, diocèse par diocèse, académie, région, etc., de mutualiser, d'arbitrer, d'harmoniser, de telle sorte que au fond, nous construisions ensemble, c'est ça la responsabilité en partage, nous construisions ensemble une vision politique de notre avenir, parce que nous sommes là pour répondre à des besoins et pas pour vendre quoi que ce soit. L'éducation, je m'autorise une réaction personnelle à des propos qu'on a pu entendre ce matin, qui sont parfaitement respectables bien sûr, mais là c'est sans doute mon côté vieux jeu, mais je l'assume, l'éducation c'est pas un marché. Alors, est-ce que l'enseignement catholique doit, ou je crois que j'ai coupé les applaudissements, vous êtes libre d'applaudir. L'éducation, ce n'est pas un marché. Est-ce que l'enseignement catholique doit ou devrait pouvoir ouvrir des établissements là où bon lui semble, ouvrir les formations de son choix aux endroits qui lui semblent pertinents sans avoir à se soucier de ce que fait le public? Ou bien pensez-vous qu'on puisse ou qu'on doive, dans un contexte budgétaire tendu, aller vers une coordination, une rationalisation des moyens? Ni l'un ni l'autre. Les établissements de l'enseignement catholique, et l'enseignement catholique, donc à ce titre, voilà, l'école catholique n'est pas un supplétif. Nous ne sommes pas une variable d'ajustement qui subirait des consignes venues d'ailleurs. Ça, c'est un premier point. Et en même temps, deuxième point, nous ne sommes pas non plus dans une logique de concurrence qui nous mènerait à prétendre faire ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous le voulons, en nous désintéressant totalement des conséquences de nos choix ou de nos décisions. Je crois que justement, en début de nos échanges, on évoquait l'esprit de la loi Debré. Il est là, l'esprit de la loi Debré. C'est bien un esprit de partenariat, de liberté et de dialogue dans le respect de la liberté de chacun. Donc, alors après, ça se décline localement. Et je sais pertinemment que selon les lieux, il y a des lieux, des académies, des territoires au sein desquels ce dialogue se mène de manière équilibrée, ouverte et confiante. Et dans ces cas-là, c'est fécond. Et puis il y a d'autres lieux où tel n'est pas le cas pour les raisons que Claude a rappelées, qui certainement ont été évoquées hier. On a un problème de... principalement de mon point de vue, c'est vraiment pas un problème idéologique ou politique. On a un problème, en tout cas une question, à mes yeux, de culture administrative dans ce pays. Ça, c'est sûr. Eric Hans, la même question. Est-ce qu'il faut aller vers une rationalisation? On va ouvrir des formations en tenant compte de ce que fait l'enseignement public, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait que vous puissiez regagner une marge d'autonomie? On a parlé de la réforme du lycée et des enseignements de spécialité, où visiblement les marges sont souvent très contraintes et où vous regrettez au SNEL d'être finalement défavorisé dans le privé par rapport à des établissements publics qui, eux, peuvent proposer 8, 9, 10 enseignements de spécialité. Oui, je me permets de revenir au début de votre question et en prolongation. Je me permets un exemple concret qui peut parler à d'autres. Donc, je suis à Strasbourg
Et il y a 3 ans, si je ne me trompe pas de période, c'est la mairie qui est venue nous trouver, réseau de chefs d'établissement, en nous disant, ben voilà, dans tel quartier, compte tenu de l'évolution démographique, on a 55 classes à ouvrir dans les X années qui suivent. Quelle part pouvez-vous y prendre? Ben nous, on a dit, ben, on est prêt, on serait disposé. Et évidemment, on peut citer le pape François du coup, c'était dans les périphéries. Tombe bien. Donc, on était prêt. Sauf qu'on n'a pas les moyens horaires de ça. Si on le fait, c'est qu'on ferme l'établissement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enseignement public s'est trouvé doté de la capacité à répondre pour ces 55 classes qui étaient de primaire, hein, dans un premier temps. Donc, ça va évoluer avec le temps. Et bien, nous, on n'y est pas. On n'y est pas et du coup, on ne peut pas apporter la réponse, alors qu'en fait, on aurait une dotation partielle de tout ça, on aurait été en capacité de le faire. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que, et là où je veux en venir, c'est qu'on est bien dans l'anniversaire de 1959. Mais ce n'est plus le même État. Et entre-temps, il y a eu la loi de décentralisation. Donc, moi, je suis profondément convaincu qu'il n'y a pas à forcément changer de loi, ce n'est pas la question, mais il y a à tenir compte autrement des politiques publiques. Aujourd'hui, l'ensemble des collectivités territoriales sont des acteurs des politiques publiques. Et le seul contrat avec l'État n'est pas suffisant. Oui, je pourrais vous objecter que la difficulté que vous pourriez avoir, et on le voit avec les forfaits, c'est que vous avez autant de politiques que de collectivités territoriales. Est-ce que quelque part ce n'est pas une garantie d'avoir une relation bilatérale avec l'État qui peut être plus ou moins harmonieuse, mais en tous les cas qui est plus simple à gérer qu'une relation par exemple avec une trentaine de milliers de communes? Non, parce que actuellement la relation avec l'État elle est faite d'un climat de suspicion de notre part, auquel sont associés tous les acteurs qui essayent de gérer des répartitions horaires. Et j'étais récemment avec les secrétaires généraux de CAEC, ça s'est déroulé sur 2 jours. À l'issue, personne n'est satisfait des clés de répartition qui sont entreprises. On repart en gérant finalement de la pénurie, mais sans savoir s'entendre, alors qu'il y a un principe profond d'équité, ça j'en témoigne, personne ne repart satisfait. Mais parce qu'on gère de la pénurie et qu'on gère une dotation qui est inadaptée à la réalité. Or, l'État, oui, on parlait d'État jacobin tout à l'heure, ben c'est bien le problème de notre État. Moi, je prône plus de décentralisation et que les régions, les départements, les communes, les communautés d'agglomération soient beaucoup plus en capacité d'être prescriptistes de la formation. Mais on le vit aussi, je me permets, hein, sans être dans le libéralisme, parce que l'éducation n'est pas un marché, les élèves ne sont pas des produits de consommation, certainement pas. Mais il y a aussi d'autres modèles, comme le travail qu'on peut avoir avec les branches professionnelles. Et je pense qu'en 2020, la réforme de la formation professionnelle nous amènera à vivre d'autres éléments avec d'autres financeurs que le seul État. Aujourd'hui, il faut accepter que l'État ne soit plus ce qu'il était en 1959. Donc pérenniser l'esprit de la loi Debré, c'est aussi demander moins d'État. De fait, il y a moins d'État. De fait, il y a moins d'État. Mais si je vous comprends bien, il en faudra encore moins. Il y a l'État. Dans quel rôle est l'État? Est-ce que c'est l'État régalien qui assure, sans jeu de mots, la régulation des moyens, ou est-ce que c'est l'État qui contrôle tout? Aujourd'hui, l'État qui contrôle tout, il faut moins de cet État. On n'a pas besoin d'être tout le temps contrôlé, parce qu'on est dans des systèmes d'hyper-contrôle tout le temps. Donc il s'agirait de réinventer finalement cette relation. Je me tourne à présent vers vous, Roger François Gauthier. Vous êtes, je l'ai dit, expert en des questions éducatives internationales. Est-ce que la contribution de l'enseignement privé à une mission de service public constitue une exception française? Bonjour. Bon, vous demandez à ce stade du débat un regard un petit peu plus large sur l'international. Exactement. Alors, moi, je crois qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que depuis hier, les questions dont nous parlons sont très franco-françaises. Hein. Incroyablement. Enfin, l'exposé de Claude Lelièvre hier nous montrait vraiment une histoire extrêmement française. Donc, on pourrait avoir l'idée que si, autour de l'enseignement privé sous contrat dans les années qui viennent, on trouvait, et vous trouviez avec l'État des réponses aux questions qui se posent encore, on pourrait avoir l'idée que, tiens,
un point d'équilibre va être trouvé, qui n'est sans doute pas très loin d'être atteint. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est non. Non, attention, gros coup de vent annoncé. Gros coup de vent annoncé. Et on le voyait ce matin par les gens qui intervenaient tout à l'heure, notamment la dame qui nous parlait des fonds d'investissement. C'est que tout de même, il faut bien voir que quand on regarde, comme c'est ce qui m'arrive de faire dans ce que je fais au quotidien, la question d'éducation sur l'ensemble ou une bonne partie des pays du monde, il y a une maladie terrible, une épidémie terrible qui s'est emparée des écoles partout, c'est la maladie de la compétition. De la compétition entre les systèmes éducatifs, entre les pays du monde dans le cadre des classements, la compétition entre les établissements, la compétition entre les élèves. C'est quelque chose d'inimaginable. Alors, tout ça a des conséquences très graves. Ça a des conséquences des choses qu'on ne veut pas. La fragmentation, l'éclatement de l'action publique en matière d'éducation. Je connais beaucoup de pays au monde où les ministres n'arrivent à rien faire entre 36 établissements privés, 36 enseignements privés. Alors, si j'avais le temps, je vous dirais qu'en un certain nombre de cas, ils apportent des réponses intéressantes, mais en bien des cas, il y a tout de même cette espèce de fragmentation générale des systèmes qui entraîne des inégalités absolument croissantes et qui fait que ce que nous voulons les uns et les autres, et ce que l'enseignement privé sous contrat français contribue à construire, eh bien, ça risque d'être impossible. Il y a tout un versant dont on n'a pas parlé, ce que le chercheur Mark Bray appelle la shadow education, l'éducation de l'ombre, ce qui se passe le soir quand l'école est finie, et qui sont les ingrédients d'attaque tous azimuts contre les systèmes publics auxquels nous croyons. Alors, je crois que ça, c'est une raison de plus, à mon avis, pour que l'enseignement privé sous contrat français, il croit en son étoile et qu'il avance bien dans 2 ou 3 directions où il m'est arrivé de le connaître. D'abord, très certainement, et ça je ne vais pas en reparler parce que vous en avez parlé, la question de l'équilibre social des établissements. J'ai bien entendu tous les problèmes qui sont là. C'est néanmoins, vous voyez, une intention absolument capitale parce que c'est une des valeurs par lesquelles nous pouvons refuser le grand vent mondial. Et là-dessus, je dirais que l'enseignement public n'est pas plus avancé que vous, et peut-être même parfois les moins. Il y a quelques années, quand j'étais inspecteur général, j'avais fait un travail assez fouillé qui est disponible en ligne sur les mesures de la carte scolaire après la réglementation Sarkozy. Et c'était pour moi assez effarant de voir que quand je posais cette question de l'équilibre, j'ai horreur du mot mixité sociale, les élèves c'est pas mixité, mais de l'équilibre social dans les établissements, vous savez, les inspecteurs d'académie ou les proviseurs publics que j'avais en face de moi disaient, mon pauvre monsieur, vous avez sans doute raison, mais on s'en est jamais vraiment occupé, quoi. Donc, il n'y a pas un retard du privé par rapport au public. Quand on le voit dans certaines communes ou petites villes, on voit bien à quel point il est nécessaire que tout le monde avance dans un bon sens dans cette direction-là, mais que le privé, que le public a tout autant à avancer. Dernier point, et ça résulte de collaborations qu'on a eues, y compris dans le passé avec le SNCEL. Moi, je crois qu'il y a quand même un atout énorme de l'enseignement privé sous contrat, qu'on l'appelle caractère propre ou non, je dirais que ce n'est pas le mot qui importe, c'est le fait que j'ai quand même souvent trouvé chez vous un terrain favorable à parler du sens. Terrain favorable que je ne trouvais pas aussi facilement dans l'enseignement public. Je ne veux pas là analyser pourquoi, y faire des hypothèses là-dessus. Mais il me semble que quand même, cette question du caractère propre vous amenez et vous mène dans un certain nombre de cas à poser des questions du sens. Et là, je termine là-dessus, là il y a peut-être un des points hérités de l'histoire qui était évoqué hier, dont il faut que vous sachiez que ce point, il est désormais historique. C'est le rapport éducation-instruction. Le rapport éducation-instruction, alors j'étais membre du Conseil supérieur des programmes, quand j'avais eu à rencontrer le SNCEL, c'était à hier, je crois, il y a quelques années, il faut voir que là, l'ensemble des gens qui réfléchissaient à ces questions il y a quelques années au sein du CSP nous avons été amenés à nous dire, dans l'immensité des savoirs du monde, les savoirs de l'école, c'est quoi? Et parmi les différents éléments que nous avons retenus, il y en a un que je vous lis, c'est très court, mais qui vous montre à quel point la question du caractère propre, désormais, c'est plus votre seule question, quoi. Les savoirs enseignés à l'école
relève d'une mission, je lis la charte des programmes, relève d'une mission d'instruction et d'une mission d'éducation. L'objectif commun aux deux missions étant l'apprentissage de la liberté de penser, de l'esprit critique et des conditions démocratiques de leur exercice. Elles se rejoignent pour inscrire la morale et la connaissance dans le cadre scolaire. Je ne vais pas aller plus loin, mais je crois que ça vous montre à quel point, d'un certain côté, ce que vous faites est assez éclairant, est assez éclaireur, et qu'il y a plein de choses que vous savez faire et qu'il faudrait conforter encore pour que l'image en soit plus claire. Est-ce qu'on trouve à l'étranger des situations un peu similaires où on aurait un enseignement privé qui aurait un peu ces mêmes valeurs, ces mêmes savoir-faire et qui entretiendrait le même type de relation avec l'enseignement public, avec les pouvoirs publics? Je ne connais pas tous les pays du monde, mais ce que je vois majoritairement, comme je le disais, c'était des cas où le privé, ça va avec school choice, ça va avec chèque éducation, et ça va avec... Pourquoi l'homme a-t-il toujours besoin qu'on lui montre... Enfin, pourquoi l'homme ne s'est-il jamais tiré des leçons de ses erreurs? Il y a quand même quantité de pays où on a vu au cours des dernières années qu'une certaine conception de l'enseignement privé dans un cadre de choix de l'école absolu et de chèque, ça donne un creusement majeur des inégalités. On peut regarder ça entre différents États des États-Unis, par exemple. On peut regarder la Scandinavie, c'est très drôle. Tout à l'heure, il y avait un collègue norvégien. Dans un article qu'on a publié dans la Revue internationale d'éducation il y a quelques mois, on faisait la comparaison du privé entre la Norvège, la Suède et le Danemark. Alors, c'est très drôle parce que la Norvège était assez timide, mais il y a un pays qui s'est embarqué fortement vers du privé, je dirais du privé néolibéral, on va dire. C'est la Suède. Pourtant, ce n'était pas dans son ADN historique. Ça n'a pas marché. Alors, faut-il recommencer chaque fois ses erreurs? C'est une question que je pose. D'accord, donc c'est une crainte finalement que vous avez aussi vis-à-vis de la France avec l'essor d'un hors-contrat à but lucratif? Ah oui, je crois, parce que si vous voulez, ces choses-là, ça dépend des mentalités de la population. Je parlais tout à l'heure de maladies, d'épidémies de la compétition. Le mot à mettre dessous, c'est le mot d'angoisse, quoi. Je vous dirais que dans les établissements hors contrat, souvent, Montessori par exemple, ce qu'on vante, c'est le fait qu'il n'y a pas de compétition entre les élèves. Hein. Oui, d'accord. Mais bon, est-ce que vous avez évoqué ce qui distingue l'enseignement privé de l'enseignement public, hein, notamment la distinction entre éducation, instruction, qui est assez marquée. Est-ce que vous diriez malgré tout qu'il y a une forme de convergence entre les deux systèmes, que la loi Debré a amené finalement une culture commune, des modes de fonctionnement assez communs? Ah mais incontestablement. Hein. Et je crois que la grande richesse de l'enseignement privé sous contrat, et il faut que l'enseignement public il y arrive par différents moyens, c'est l'établissement, quoi. C'est l'établissement. Et autour de l'établissement d'une part, autour paradoxalement du caractère propre d'autre part, moi je crois qu'il y a des convergences qui s'imposent pratiquement. Est-ce que le projet d'établissement, c'est un peu la version publique du caractère propre? La version du pauvre. La version qui n'a pas suffisamment marché. Vous voulez dire que c'est un peu la même chose que ce qu'on a eu avec la communauté éducative qui a été une notion forgée dans l'enseignement catholique et qui a été reprise, mais dans une version un peu différente. Certains disent allégée dans le public. Mais je crois que beaucoup d'établissements publics ne demanderaient pas mieux que d'aller plus loin dans une réflexion sur eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, il y a un certain nombre de projets autour. La question de l'évaluation des établissements aussi, qui est une question très importante. Donc, je pense que les établissements publics peuvent y arriver, mais à l'heure qu'il est, je crois qu'il y a encore des progrès à faire pour qu'on puisse vraiment discuter du sens des études, qu'on ait autant de lieux, d'objets et de volonté de discuter du sens des études dans un établissement public ordinaire, comme je l'ai vu dans quelques-uns des vôtres. Voilà. Bien, merci à vous quatre. On va prendre d'ici quelques instants les premières questions de la salle. Louise Brault. Je me suis heurtée à des remarques de parents sur l'accueil de telle ou telle famille parce que mère voilée ou père bien barbu. Comment supporter ce hiatus? Alors, qui répond? Eric Hans. Il fallait bien une victime et bah, c'est vous. Voilà. S'il y a une question à rasoir, c'est pour moi. Oui, on se pose toujours des questions.
C'est difficile de répondre à cette question-là, parce que c'est quand même le choix. On est bien dans un établissement de l'accueil de tous. Moi, il m'est arrivé de refuser des élèves dans mon établissement, parce que les indices me permettaient de penser que ces gens-là n'adhéraient pas à notre projet éducatif, parce qu'ils étaient pris par une conception musulmane fermée, pour ne pas dire intégriste. Ben voilà, c'est juste un témoignage. Parce que quand on vient dans notre établissement, on participe au projet éducatif, sachant que ce projet éducatif, c'est lui qui va entraîner le règlement intérieur. Et que c'est dans ce sens-là, ben oui, et de la même façon que un jeune doit respecter l'entièreté des programmes, y compris de SVT et de PS, pour être concret. Sylvie Dacosta, même question. Pour apporter un complément, quand c'est une famille qui pose cette question, c'est de la même manière qu'une famille, par exemple, qui va recorriger les devoirs derrière un prof de français. C'est une famille. Donc il faut peut-être aussi faire attention, on ne va pas répondre à une famille. Moi, j'ai la chance, justement, dans cette mission, d'aller dans des établissements de l'enseignement privé catholique qui accueillent très largement, notamment à Vannes, par exemple, 260 élèves, 100 élèves de confession musulmane. Et je peux vous assurer que ça se vit de manière sereine, avec des enfants qui réussissent et dans un vrai projet d'établissement. Encore faut-il que le projet d'établissement soit clair. Pascal Balban, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. J'avais des choses à ajouter, mais en fait, c'est ce que Sylvie a dit. Donc, Bon, très bien. Alors, on va prendre tout de suite une deuxième question, une réaction. À tout faire rentrer dans des cases, le danger n'est-il pas de passer à côté de notre mission première? Pascal Balban, voilà. Comme ça... on ne laissera pas les autres dire ce que vous avez envie de dire. Vous serez le premier. Je présume que la question, c'est à vouloir tout faire entrer dans des cases de nature administrative, de nature réglementaire, et que du coup, je pense que c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est une question que nous n'arrêtons pas tous ensemble de nous poser, ou à laquelle nous n'arrêtons pas tous ensemble d'être confrontés. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure lorsque je parlais de la prégnance, quels que soient les niveaux de décentralisation ou de déconcentration de l'État, demeure à toutes les échelles un certain type de culture administrative, aussi de méconnaissance. On est des pédagogues, ce fameux esprit, la loi de Bré, n'ayons jamais peur de le rappeler, de le re-rappeler, de le re-rappeler. Enfin voilà. Mais c'est vrai que parfois les cases, ou c'est Claude tout à l'heure qui évoquait, enfin je crois que c'est Claude, qui évoquait la réelle question et la parfois pénible question des contraintes de tel ou tel logiciel ou de telle ou telle application, et où on nous dit « Ah ben c'est pas dans les cases, donc ça marche pas ». C'est vrai que c'est insupportable. Bien sûr que c'est insupportable. Charge à nous, alors de nous en plaindre, oui, bon, bien sûr, mais surtout de montrer ce qu'on est capable de faire et de montrer ce en quoi ce qu'on fait va plus loin que les cases, et mieux que les cases, et permet de nous libérer des cases. Est-ce que les cases, c'est forcément les autres? C'est forcément la machine? C'est forcément l'éducation nationale? Ou est-ce qu'il peut y avoir des cases maison aussi? Bien sûr, il y a des cases maison. Il y a des cases maison, il y a le méchant directeur diocésain, il y a le très 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 méchant secrétaire général. Beaucoup de gens méchants, finalement. Il y a tout ça, bien sûr, parce que tout système, quel qu'il soit, enfin, c'est un paradoxe un peu éternel, me semble-t-il. Nous avons besoin de cadres communs, mais le cadre commun indispensable peut à tout moment dériver vers un système pesant. Et ce n'est pas la bonne volonté des personnes qui est en cause, ce sont les fonctionnements de système. Ça appelle évidemment une vigilance constante. C'est un peu le sens, c'est pas que je veux à tout prix le ramener, mais quand même, je le rappelle, c'est un peu le sens de ce à quoi j'essaie d'inviter les acteurs de l'enseignement catholique, avec mon obsession de la responsabilité en partage. C'est justement de cela qu'il s'agit. D'autres questions? La loi dite Censi n'a pas été évoquée. Elle a pourtant profondément modifié le fonctionnement de nos établissements. Qu'en pensez-vous? Eric Hans. Non, chacun son tour, c'est normal. La loi Censi, elle a facilité et compliqué la vie des établissements. Je pense qu'elle est dans la continuité du processus de la loi de Bré, en faisant des enseignants des agents de l'État. Au passage, leur première compétence, elle est d'abord éthique. Donc, en ce sens, ce n'est pas forcément un problème. Par contre,
je ne sais pas quel collègue a posé cette question-là avec à l'arrière-pensée. La difficulté qu'on a, c'est d'avoir des enseignants qui fonctionnent dans nos établissements avec un employeur qu'ils ne connaissent pas, qui les ignore la plupart du temps. Nous ne sommes pas leur employeur, mais nous sommes tout de même leur patron. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on puisse travailler sur le sens. Parce que les enseignants, au titre de la communauté professionnelle à laquelle ils adhèrent, en fait, non seulement ils en font partie, mais ils y adhèrent, contribuent à ce sens. Le tout, c'est vraiment de déterminer un sens commun. Parce que on parle beaucoup du sens, mais il faudrait pouvoir le déterminer. Alors, je pense que ce sont les projets que les équipes se donnent, mais parfois, il y a des établissements ou des projets où on tourne en rond. Et du coup, c'est le sens giratoire. Et c'est pas bon. Hein. Pascal Balmand, vous voulez rajouter quelque chose le sens giratoire. Je vais essayer de ne pas tourner autour du sens giratoire. Comme le dit Eric, hein, la loi Censi, on peut considérer qu'elle complique les choses. On peut aussi considérer, on doit aussi considérer qu'elle a constitué, qu'elle s'inscrivait dans la logique de la loi Debré. Il faut quand même aussi se rappeler quelle aurait été notre situation si loi Censi il n'y avait pas eu. On n'aura pas le temps, hein, mais enfin, faut quand même rappeler ça. Que la loi Censi est posée, ou que certains aspects de la loi Censi posent des problèmes qui ne sont d'ailleurs toujours pas réglés, on en parle suffisamment, on y travaille suffisamment souvent ensemble, hein. On le sait tous, mais rappelons-nous quand même dans quelle... allez, je me suis lancé dans une phrase. Dans quelle difficulté, voilà. Dans quelle difficulté nous nous serions trouvés s'il n'y avait pas eu la loi Censi. Et puis j'ajoute un dernier point, qui peut-être ne sera pas apprécié, mais je ne suis pas là pour être populaire. Arrêtons de nous plaindre du droit social dans ce pays. Heureusement qu'il y a des lois, et des lois sociales. On poursuit avec les questions du public. Qu'en est-il de la formation de nos enseignants au sein des ISFEC concernant l'accueil de la mixité ? Alors j'ai envie de répondre que c'est de la même manière pour dans l'enseignement public. L'accueil de la mixité, c'est justement le parent pauvre en fait de la formation. C'est-à-dire qu'on demande à des équipes d'accueillir plus. Quelquefois, des familles qui n'ont pas la culture. Alors quand je dis la culture, c'est la culture scolaire, les codes scolaires. Que les enseignants ont, parce qu'eux-mêmes, plutôt bons élèves. Voilà, donc, et on sait très bien que, quelquefois, c'est l'incompréhension qui fait que la difficulté est là. L'incompréhension, les malentendus. Pour juste, comme ça, un petit exemple, un chef d'établissement m'expliquait qu'il essayait de contacter un papa, le faire venir dans l'établissement, un papa issu de l'immigration, pour lui dire que sa fille réussissait bien, qu'il fallait la pousser, voilà. Et ce papa ne vient pas. Et un jour, le chef d'établissement sort, le rencontre, et lui dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas rentré ?» Et il lui dit « Je ne peux pas rentrer dans l'établissement, puisqu'il y a un panneau où il est indiqué « Interdit à toute personne étrangère ». Donc on voit que les malentendus peuvent... et ça, dans la classe, c'est ce qui arrive. Donc, former évidemment les enseignants. Mais c'est former les enseignants à la relation avec les parents. Est-ce que c'est aussi, quand on parle de difficultés scolaires, est-ce que c'est aussi former les enseignants à la différenciation pédagogique ? Bien sûr, c'est aussi former les enseignants à la différenciation pédagogique. On est quand même un système où on est parti du haut. À un moment, on a voulu élargir, on est parti du haut et on a essayé de faire rentrer tout le monde dans ce système-là. Ça ne marche pas. En fait, on a souvent, quand on est enseignant, j'imagine pour l'avoir partagé avec d'autres, on a cette idée de l'élève idéal. Mais l'élève idéal n'existe pas. Et on souhaite faire rentrer les élèves qu'on n'imagine pas idéaux dans un groupe. Et c'est pas comme ça. Je pense qu'il faut partir des élèves pour constituer un groupe. Et c'est là qu'on est sur la différenciation. Et je crois qu'il y a encore du chemin à faire, que ce soit dans l'enseignement catholique, dans les ISFEC ou l'éducation nationale. Pascal Balmand, sur ce point. Évidemment, tout à fait d'accord avec Sylvie. J'ajoute 2 points. Quand elle évoquait effectivement la nécessité de travailler ces questions avec les parents, je donne comme exemple, parce que je trouve que c'est un très bel exemple, la manière dont, alors rendons à César ce qui lui appartient,
à l'initiative des parents d'élèves, de l'appel, nous travaillons de plus en plus, en particulier dans certains diocèses, mais encore une fois c'est grâce à l'appel, avec le mouvement ATD Quart Monde, qui a développé une expertise absolument magnifique dans la capacité à donner la parole et à travailler dans un vrai partage de la responsabilité. Donc ça c'est le premier point que je voulais souligner. On peut s'appuyer sur voilà, des amis, des partenaires qui nous enrichissent de leur expérience et de leur savoir-faire. Deuxième point, autour de la différenciation pédagogique, parce qu'encore une fois, je suis parfaitement convaincu que les questions d'école de l'accueil de tous, d'école ouverte à tous, d'école de la rencontre, voilà, quel que soit le vocabulaire que l'on utilise, on ne trouvera jamais le bon, mais peu importe. Je suis convaincu, encore une fois, que derrière les questions de chiffres, il y a des questions de pratique pédagogique. On peut très bien avoir un établissement qui, du point de vue de l'ADEP, sera nickel chrome du point de vue de l'accueil des populations les plus fragiles, de la mixité, du brassage, de tout ce que vous voulez, et puis dans la composition des classes et dans les pratiques pédagogiques, avoir en fait un quotidien totalement ségrégant. Donc la vraie question, c'est vraiment le quotidien, l'heure par heure de la séquence de classe, de la pédagogie. N'oublions jamais ce que nous avons, nous, École catholique, comme trésor, que nous avons parfois un petit peu oublié, me semble-t-il, c'est tout cet héritage que le secrétaire général est en train de travailler, essayer de partager, de revivifier tout cet héritage du père fort et de la pédagogie. On dit souvent pédagogie différenciée. Le père fort, c'est pédagogie personnaliste et communautaire. Personnaliste et communautaire. Les deux ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui constitue, pour moi, c'est pas le seul, mais l'un des piliers du projet chrétien de l'école catholique. Pascal Balmand et Eric Hans. Pascal Balmand a évoqué en début d'intervention, il a évoqué la question du pacte de confiance qui était au cœur de la loi Debré. Est-ce qu'il faut un nouveau pacte de confiance, voire une nouvelle loi Debré? Ce sera notre conclusion. Pascal Balmand. Ouais, je reprends, ça sera la 4e ou 5e fois de la matinée qu'il aurait été cité. Je reprends donc la formule de Patrick Gérard. L'association est la bonne solution, le contrat est le bon outil, l'établissement est le bon niveau. Connaissons-nous aujourd'hui une solution meilleure, un outil plus adéquat et un niveau plus pertinent? À mon avis, non. Voilà, je suis très pragmatique, encore une fois, on n'est pas dans les débats métaphysiques. À mon avis, non. En revanche, qu'il y ait nécessité, parce que comme l'a dit Eric, l'État d'aujourd'hui, enfin la place et le rôle de l'État dans la société française ne sont plus les mêmes que la place et le rôle de l'État à la fin des années 50. Il y a l'émergence, et ça n'a pas lieu de s'arrêter parce que c'est un mouvement de fond, des collectivités territoriales. Il y a la nécessité de travailler davantage avec les branches professionnelles. Il y a la dimension internationale qui pèse davantage. Enfin, il y a tout un tas de paramètres. Donc qu'il y ait nécessité d'ajustement dans le travail de concertation et de dialogue dans les territoires, oui, bien sûr. Une loi, c'est pas un corset. Une loi n'a pas vocation à être un corset. Donc il y a des nécessités d'ajustement, bien sûr. Pour autant, je ne vois pas aujourd'hui de raison de fond qui me pousserait à revendiquer je ne sais quelle nouvelle loi Debré. Eric Hans, tout à l'heure vous l'avez dit, pas de nouvelle loi Debré. Il ne faut pas prendre le risque d'une nouvelle loi Debré, c'est ça, on risquerait de rouvrir la guerre scolaire? Bon, je ne crains pas la guerre scolaire, et moi aussi, comme ça a été dit par une intervenante, je suis purement issu de l'enseignement public, donc je suis très décomplexé avec ça, et il n'y a pas à faire de séparation public-privé. Quand on dit nouvelle loi Debré, en fait, comme elle est intégrée dans le code de l'éducation, c'est plus une loi qui fonctionne à part. Donc, moi, je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Pascal Balmand, et dans sa position de secrétaire général de l'enseignement catholique, c'est pas de personne à personne. Par contre, ce que l'on n'a pas assez dit aujourd'hui et hier, et je le dis en présence de Vincent Goutine ici présent, c'est cette loi, elle s'appuie sur un besoin reconnu. Or, le besoin de qui? Le besoin des élèves, le besoin des familles. Or, aujourd'hui, je suis bien convaincu que la liberté de choix des familles n'est pas respectée. Et pourquoi? Parce que, entre autres, l'État s'arroge le monopole de décider, d'arbitrer le libre choix des familles. Mais l'État n'est pas dans cette capacité-là. Et il appartient aux familles qui soit
sont sur liste d'attente. Parce que les familles de l'enseignement catholique, c'est celles qui sont aussi sur liste d'attente, ou de l'enseignement libre, hein, pas que catholique. On est plutôt pour l'école libre. Et moi, c'est ce que je voudrais, c'est-à-dire qu'il y a lieu de réinterroger la loi et de voir quelle place est faite par l'État, les collectivités territoriales aux besoins des familles, mais y compris là où l'école ne peut pas être. Alors, on m'indique qu'on a encore une question du public, donc on va prendre le temps d'y répondre. Louise ? Alors, une question sur un sujet un peu différent. Quelle doit être notre position face à la défaillance de l'État liée à l'accompagnement des enfants à besoins particuliers, et plus particulièrement ceux reconnus par les MDPH ? Pascal Balmont. Mais c'est pas pour m'en tirer par une pirouette, mais je trouve que la formulation de la question est très révélatrice. Justement, c'est ce que les uns et les autres on partage depuis ce matin. Elle est très révélatrice d'une espèce d'ambiguïté sur aujourd'hui l'État, il est où? L'État, c'est quoi? Parce que, parlons de défaillance, oui, mais ça dépend comment l'auteur de la question comprend le mot État. Mais pour moi, si défaillance il y a, il ne s'agit pas des défaillances de l'État en tant qu'État central, mais il s'agit de défaillances de certaines, pas toutes, collectivités territoriales. Donc la situation varie très très considérablement d'un territoire à l'autre en ce qui concerne la manière dont les élèves en situation de handicap sont accompagnés et dont on nous donne un peu, beaucoup ou parfois pas du tout les moyens de les accompagner. Eric Hans, brièvement. Oui, c'est le petit paradoxe dans la question, je la comprends bien, mais MDPH c'est maison départementale, c'est-à-dire que l'État a transféré des compétences sans transférer tous les moyens. Donc c'est pas tant qu'il est défaillant. La faille, c'est surtout qu'on n'est pas allé assez loin dans la décentralisation. Bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre attention et votre contribution à la richesse des débats.